Bonjour et merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour, rencontrer un nouveau numéro. Et ce jour, nous allons rester comme dans une salle de classe pour nous adresser particulièrement à nos jeunes apprenants, des élèves de classe de terminale qui préparent leur bac cette année, et parler de cette discipline qu'on appelle la philosophie, et une discipline souvent redoutée par ces apprenants parce que généralement c'est en terminale qu'on étudie cette matière, cette discipline inscrite au programme de l'enseignement dans notre système éducatif. Pour parler de cela, je reçois pour vous un prof de philo, l'un des chevronnés, M. Gatien Delodji. Et mon invité, c'est avec lui qu'on parlera de la chose de philosophie en cette émission de Rencontre et Échange. M. Delodji, bonjour. Bonjour, M. Wilson. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Vous êtes un enseignant de philosophie de lycée. Vous avez accepté notre invitation justement pour parler de cette matière que vous enseignez, la philosophie, pendant maintenant plusieurs années, n'est-ce pas? Alors pourquoi la philosophie est souvent redoutée par nos jeunes apprenants? Cette question, il y a plusieurs raisons qui expliquent la peur qu'inspire la philosophie. Donc c'est bien vrai, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Oui. Cette peur est motivée d'abord par l'image négative que l'histoire et la société propagent de la philosophie et surtout la peinture que les anciens candidats au bac font de la philosophie à leur cadet. C'est ça. Et donc, parce qu'ils disent que la philosophie est très difficile, les notes sont mauvaises, etc. Donc, cela est de nature à inspirer la peur. On a même attribué l'échec des candidats justement à cette discipline. À cette discipline, justement. Oui, oui. Et il y a une deuxième explication, il y a l'ampleur du programme peut être une source d'angoisse. C'est ça. Alors, le volume, quoi. Le volume du programme. Parce qu'en série A, il y a 15 chapitres à faire. 15 notions. Hein? 15 notions avec les différents aspects qu'il faut éplucher. Oui. Il y a en série C2 12 chapitres. Donc c'est quand même assez énorme. C'est énorme. Oui, oui. Il y a également le vocabulaire nouveau, le vocabulaire technique qu'il faut maîtriser. Approprié. Voilà, qui est approprié à la discipline de philosophie. Avec lequel les élèves de terminale ne sont pas encore familiarisés. Donc, il y a les termes comme altérité, l'altérité, l'épistémologie, la psychanalyse, le syllogisme, le stoïcisme, épiphénomène, luxe, réalité, etc. Et parmi ces termes-là, il y en a d'autres qui peuvent faire l'objet de propositions de sujets de dissertation. Si je dis par exemple, est-il légitime d'appliquer les mathématiques à tous les domaines de la réalité? Et ça, c'est un des sujets du bac 2003 en série CDE. Quand nous venons en 2019, nous avons le sujet là, nous permet-il d'échapper à la réalité? Vous voyez que la notion de réalité est répétée. Mais quand on veut vraiment conduire les devoirs de ces deux sujets, la notion de réalité va connaître une définition progressive. Qui n'est pas la même en tout cas. Qui n'est pas la même. Mais quand le candidat va chercher le mot dictionnaire, réalité dans le dictionnaire, il va constater qu'on va dire que c'est ce qui existe effectivement, c'est ce qui est réel. Mais quand il va commencer à traiter le sujet portant sur les mathématiques et la réalité dont nous venons de parler, par exemple, il va constater que dans la première partie de ce devoir, il faut d'abord comprendre dans réalité le monde physique, donc les mathématiques expliquent la réalité, ça veut dire explique l'univers matériel, oui. Voilà, l'univers matériel. Et les mathématiques expliquent également, comment appelle-t-on, la nature biologique. Par exemple, quand on veut expliquer la fécondité masculine, on peut dire qu'un homme fécond doit, au cours d'une éjaculation, éjaculer, disons, entre 100 et 400 millions de spermatozoïdes. Voilà. Donc ça, c'est une réalité mathématisable, donc c'est une réalité biologique que les mathématiques peuvent expliquer. Donc les mathématiques peuvent expliquer la fécondité masculine. Voilà. Donc il y a encore... réalité peut devenir également réalité économique. Les mathématiques permettent d'expliquer, par exemple, le domaine agricole.
on parle de culture du maïs, combien on peut récolter à l'hectare, etc. Les mathématiques peuvent expliquer ça. Oui. Ça, c'est réalité, ça. Mais maintenant, quand nous prenons le sujet de 2019, là, nous permet-il d'échapper à la réalité. Vous allez voir que là-bas, dans la première partie, lorsque nous allons parler du fait que l'art nous rapproche de la réalité, vous allez voir que la réalité va être, par exemple, un marché, une infrastructure économique. Par exemple, le dessinateur peut dessiner un marché. Oui. C'est la réalité que l'art est en train d'exprimer. Alors, l'artiste peut également s'inspirer de la beauté du paysage. Oui. La beauté du paysage est une réalité. Voilà que l'artiste va essayer de peindre. On peut parler également de la réalité socio-économique, ou bien on peut parler du monde politique. Par exemple, quand Bob Marley chante, c'est pour défendre les opprimés, les aspirations des peuples qui sont meurtris. Voilà. Donc, vous voyez, réalité qui varie le contenu. même mot, n'est-ce pas? Justement. Donc, ça peut créer des problèmes. En dehors de cela, il y a l'orthographe des auteurs. C'est compliqué à écrire. Oui. Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard. Bon, c'est un peu difficile. Donc c'est tout cela qui fait que la matière fait peur. Ça fait peur, mais ce n'est pas seulement ça. Oui. Il y a le niveau catastrophique des élèves en français. La détérioration donc, du niveau des élèves en français peut inspirer la peur parce que, comment Hegel ou bien, comment appelle-t-on Gaston Bachelard ne savent pas qu'ils ont un niveau comme ça, ils ont écrit leurs tests à leur temps. Ce sont ces tests-là qu'on soumet à leur réflexion, voilà, à l'examen. Donc, voilà à peu près les raisons, bon, il peut y en avoir d'autres, les raisons qui permettent d'expliquer la peur de l'épreuve de philosophie du bac. Voilà. Et alors, pourquoi c'est seulement en terminale qu'il faut... Parce que dans le système actuel, le programme officiel, c'est seulement en terminale que l'enfant... l'élève, n'est-ce pas, apprend cette discipline. Est-ce qu'il peut en avoir la maîtrise pour une année scolaire qui compte quelques, 20 semaines, 22 semaines, disons 9 mois, est-ce qu'il peut vous amener quand même vos étudiants, vos apprenants à arriver à la maîtrise de tous ces concepts et de tous ces contours-là? Bon, je dirais d'abord que l'extension de l'enseignement de la philosophie aux classes antérieures à la classe de terminale relève d'une décision politique. Oui. Maintenant, vous me demandez, est-ce que le temps imparti pour enseigner la philosophie en classe de terminale, est-ce que une seule année en terminale suffit pour maîtriser les notions au programme et réussir l'épreuve de philosophie au bac? Je dirais non, d'abord. Pourquoi je dis non? Parce que le travail à faire est titanesque. Il faut familiariser les élèves. Il faut donc, en principe, les initier à la philosophie dans la classe de seconde et de première pour progressivement les familiariser avec le vocabulaire technique de la philosophie, avec les principales doctrines de la philosophie, avec les différentes étapes des exercices de dissertation et de commentaire. Tout cela permettrait de préparer le terrain pour que la réussite de ces élèves à l'examen du bac soit possible. Alors, je dirais oui, il est possible que malgré le fait que cette matière soit enseignée en terminale, que l'élève de terminale puisse réussir l'épreuve épatamment. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut que l'élève ait des priorités dans la vie. Il faut qu'il sache gérer son temps. Il faut qu'il planifie le peu de temps qu'il a. Il faut qu'il travaille beaucoup. Et donc, la clé de la réussite d'un élève en classe de terminale, qui fait la terminale avec cette matière-là, qui le surprend, c'est d'abord la volonté. Et je dirais, pour réussir l'épreuve de philosophie, et même dans la vie, il faut avoir une volonté farouche. Et la deuxième chose, il faut vraiment un travail acharné. Voilà, donc avec ça, puisque malgré le fait que la plupart des élèves rencontrent cette matière pour la première fois,
vous êtes doyen dans la matière, vous savez qu'il y a quand même de bonnes moyennes au bac. Au bac, oui. Voilà. Donc, tout dépend de la volonté de la personne. De la disponibilité de l'élève. De la disponibilité de l'élève et des priorités, de ses priorités. Parce que, est-ce que les élèves que nous avons aujourd'hui, leur priorité est de réfléchir, de s'atteler au travail vraiment. Voilà, on les voit se promener avec les moyens de la technologie, vous savez mieux que moi ce dont je vous parle. Voilà, donc ça va être difficile qu'ils puissent maîtriser la matière là s'ils ne s'accrochent pas au travail. Alors, comment donc faire pour les motiver, pour les attirer, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent avoir, enlever de leur tête cette peur bleue qu'ils ont de la philosophie. Voilà, donc la question là est à deux volets. Comment faire pour les motiver et comment faire pour déraciner les préjugés qu'ils ont à l'égard de la philosophie. Alors, comment d'abord faire pour les motiver? Moi, je propose aux enseignants de philosophie de le travailler de manière progressive, de décomposer les deux méthodologies en deux différentes activités et de passer progressivement des exercices faciles et partiels à des exercices entre griffes difficiles et complets. Alors là, progressivement, les enfants, quand par exemple je fais la dissertation et j'interroge uniquement les élèves sur l'introduction de la dissertation, comme ce n'est pas l'ensemble de la production que je veux, ils peuvent obtenir la moyenne quand même. Tout à fait. Voilà. Et moi, par exemple, je commence par ce que j'appelle la remise à niveau. Je fais au moins une dizaine de jours pour faire le français revenir sur le niveau du français, puisque le français a une incidence particulière sur la compréhension des cours et des exercices en philosophie. Donc, je fais ce travail et je fais de petits examens, de petites évaluations, et ça leur permet d'avoir des moyennes. Et donc, mon intention, c'est de faire dissiper la peur. C'est très important. Voilà. Bon, vous, Monsieur Lawson, à supposer que vous soyez entraîneur de l'équipe nationale du Togo et que le Togo soit qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Et que pour votre préparation, vous invitez l'équipe d'Argentine. Et vous recevez une raclée, c'est 8-0. Voilà. Quelle incidence ce match va avoir sur vos poulains? Et ils ne vont pas croire à la victoire. Ça va les décourager. Donc, il faut aller par gradation dans les difficultés. Il faut d'abord faire de petits exercices. Ils vont obtenir des points et ça va chasser, ça va dissiper la peur. Et quand la peur est dissipée, cela va créer, comment appelle-t-on, l'émulation, cela va créer la confiance chez l'élève. Et progressivement, la confiance va s'installer. C'est vrai, après, les notes ne seront pas toujours comme ça mais vous aurez eu le mérite d'avoir fait dissiper quand même cette peur-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut récompenser les élèves progressivement. De quelle manière? En donnant des cahiers, des bics. Ah, d'accord. Lorsqu'un élève fait bien son travail. Et c'est possible que l'enseignant ait ces moyens-là pour pouvoir... Je vais vous donner mon exemple. Alors, moi, je donne des prix après le deuxième, à la fin du premier semestre. Alors, le prix, je l'appelle Hydraste. Entendez par là, initiative de Delogy pour récompenser l'abnégation, le sérieux et le travail. Alors, l'élève doit d'abord avoir 12 sur 20 en philosophie et au moins 12 de moyenne générale. Et je le dis devant tout le monde à la rentrée. Je vais bientôt donner le prix. C'est 10 000 francs seulement, mais c'est de ma poche. Mais félicitations, monsieur Delogy. Je le fais parce qu'il faut qu'on puisse les motiver. Et moi, je crois fermement que, comment appelle-t-on, l'adulte qui sommeille en chacun de ses apprenants, le responsable, le dirigeant que chacun de ces apprenants deviendra, cet adulte-là va, dans les temps à venir, pouvoir récompenser le mérite et le travail très bien fait. Ce qui
malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça. Donc, il faut semer dans les enfants les valeurs que vous voulez faire promouvoir, même que vous ne voyez pas aujourd'hui. Et donc, parce que si vous vous inscrivez dans la dynamique du changement, vous devez le faire. Alors donc, je le fais pour leur motivation. Voilà à peu près. Bon, en ce qui concerne les préjugés à faire déraciner, disons que l'enseignant doit essayer de traiter l'exercice avec une certaine clarté. Voilà. Et il doit aussi éviter de créer des préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je donne le sujet du bac 2017, on dit par exemple, la science est-elle au service de la nature, de l'homme ou de la nature? Bon, à la correction du bac, les gens ont dit rapport entre la science, l'homme et la nature. C'est pas normal. Voilà. Parce que il faut... On ne va pas corriger les sujets ici. On ne va pas corriger les sujets. On va à l'essentiel et ce qui intéresse... Oui, mais il faut que le travail que l'enseignant fait en classe puisse être clair et que l'élève, cela va renforcer sa confiance. Il va savoir que c'est comme ceci en fait. Puisque parfois, des libellés qui ne sont pas clairs, hein, M. Delodi. Justement. Donc, il faut que le libellé soit clair et le travail de correction soit clair. Bon, il y a lieu également de faire ce que j'appelle l'histoire du bac par rapport au chapitre. Alors, par exemple, quand je commence le chapitre langage et communication, je peux faire l'histoire du bac en disant, voilà, bon, par exemple, en 2007, on avait donné le sujet, le langage est-il ce qui nous rapproche ou ce qui nous sépare? Et en 2016, on a donné la pensée de Hölderlin, dont on a parlé de fonction du langage. Alors, on a en 2011 également, on a proposé un test de Descartes au bac en série C2 qui porte sur la spécificité humaine du langage et le même thème est reconduit en 2018 avec une pensée de, comment il s'appelle là, Jean-Jacques Rousseau. Donc, quand on fait des choses comme ça, ça motive l'enfant. C'est ça. Voilà. Il connaît les grands, les thèmes majeurs autour desquels le travail va se faire. Et bon, voilà à peu près ce qu'il faut faire voilà, pour... Gatien Delodi est mon invité et c'est avec lui que nous parlons de la philosophie dans les classes terminales en cette période de l'année justement où les enfants se préparent aux divers examens de fin d'année, et notamment le bac 2. Et donc, c'est avec le professeur de lycée de philo, M. Delodi, que nous réfléchissons sur la question. Autre préoccupation des élèves, on a souvent entendu dire, monsieur, comment on apprend le cours de philo? Comment peut-on apprendre? Est-ce que ça apprend au même titre qu'un cours d'histoire, de géographie, un cours de mathématiques ou de sciences? Comment on peut apprendre un cours de philo, par exemple, sur l'agriculture ou bien sur le langage et communication, dans la pratique? Ok. Bon, avant de dire comment on apprend le cours de philosophie, il faut que je dise ce qu'est l'élève dans la classe. Voilà. Un bon élève ne vient pas en classe avec un portable. Un bon élève ne vient pas en classe en étant distrait. Il est concentré et il suit le professeur dans ses moindres gestes. Un bon élève vient en classe et pose des questions et il répond pour assimiler le cours. Et quand il arrive à la maison, il relit le cours à plusieurs reprises et il détecte les thèmes majeurs du cours et il essaye de relever également les idées maîtresses. Voilà. Que le contenu dans le cours. Voilà. Dans le cours du jour, c'est ça? Dans le cours du jour. C'est au jour qu'il faut apprendre. Justement. Et il peut également dégager les pensées d'auteur et les exemples qui illustrent voilà, ces idées-là. Et progressivement, ça va lui permettre voilà, de construire son bagage intellectuel. C'est ça. Voilà. Donc quand il fait cela, il faut qu'il fasse des exercices. Et qu'il ne prenne pas un sujet en entier pour vouloir le faire, qu'il décompose toujours. Alors, donc, il prend la dissertation, il peut faire seulement voilà l'introduction. Voilà. Et il travaille les aspects de l'introduction.
il va d'abord en avoir la maîtrise, un peu la maîtrise. On parlait tout à l'heure de la méthodologie, justement. Oui. Donc, après cela, il peut travailler le code du devoir et ensuite la conclusion. S'il prend le sujet dans son intégralité, il peut se décourager. Voilà, il n'a qu'à aller pas à pas et progressivement aller. Alors là, c'est pour la dissertation. Pour le commentaire, bon, on va parler de ça tout à l'heure. Et je lui propose de mémoriser, comment l'appelle-t-on, ce que j'appelle les lois des noyaux thématiques. On va parler après. Et parce que ce qui fait que, bon, excusez-moi, certains collègues et même des élèves ne font pas le commentaire, ils fuient le commentaire, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la recherche du thème. Voilà. Donc, il est fondamental qu'on puisse d'abord mémoriser les lois qui gouvernent, comment on appelle, donc, les noyaux thématiques. Et voilà. Par exemple, je vais donner une loi simple, si vous voulez. Oui. Et je vais donner la loi de impact. Voilà. Un sujet renferme le noyau impact. Le thème d'un sujet renferme le noyau impact lorsque dans ce sujet, il existe des notions ou des expressions parmi lesquelles une agit sur l'autre ou sur d'autres pour produire un ou des effets. Oui. Effets susceptibles de figurer, dans certains cas, dans le libellé du sujet. Je vais donner un exemple. Alors, je crois, si vous voulez, avec votre permission, oui. Je crois qu'on va réserver la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre entretien, excusez-moi, sur la méthodologie, n'est-ce pas, du commentaire. Mais ce que moi, je voudrais savoir, et que je reviens là-dessus, c'est comment apprendre le cours de philo. Est-ce que je vais m'asseoir, vous avez commencé par ce que l'élève doit faire en classe, bien sûr, bien motivé, d'accord, mais quand il revient à la maison, comment comment ça s'apprend? C'est à bûcher, à retenir par cœur, comme on le dit? Bon, je risque de me répéter un peu. Il va essayer de voir les idées, bon, les idées majeures du cours. Oui. Bon, entendez, il y a les thèmes également. Oui. Voilà, parce que quand quand j'ai fait l'histoire du bac par rapport à ce chapitre, il connaît les grands axes autour desquels s'articule le chapitre. Oui. Il doit donc les connaître. Et les idées maîtresses autour, qui constituent comment l'appelle-t-on, ces thèmes-là, et il doit les connaître, il doit les lire constamment. Maintenant, pour ne pas oublier, il faut qu'il fasse un exercice. Okay. Parce que pour utiliser, voilà, ce bagage-là, ou bien ces connaissances-là, il doit faire donc un exercice. Et en faisant des exercices, il ne va pas oublier les pensées ou bien les exemples adaptés qui permettent d'illustrer les grandes idées dont nous parlons. Vous faites allusion aux citations d'auteurs? Oui. Les pensées d'auteurs, les citations, ou bien les exemples adaptés. Et s'il fait progressivement des exercices, il va commencer à s'y habituer. Sinon, s'il mémorise seulement, sans faire un essai, sans faire un travail, ça ne va pas marcher. Tout à fait. Voilà. Alors, venons-en maintenant à ces deux méthodologies, la dissertation et le commentaire. Oui. Tout à l'heure, vous avez fait allusion que les enfants fuient, n'est-ce pas, le commentaire. Ça veut dire que ça leur paraît plus difficile que la dissertation? Oui, ce qui fait que ça, c'est difficile, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas la recherche du thème. C'est fondamental. Et donc, avant de revenir là-dessus, parlons de la dissertation. Oui. Alors, comment cela se passe? Quelle technique, quelle méthodologie, n'est-ce pas, appropriée à prendre justement aux enfants pour la réussir, la dissertation? Bon, l'élève qui veut s'exercer à la dissertation doit comprendre que la dissertation est composée de 3 grands moments, un peu comme le commentaire aussi, l'introduction, le code de la conclusion. Et il doit savoir que l'introduction a ses éléments constitutifs. Il y a le préambule, le problème, en principe le thème, mais le problème. Alors, l'opinion générale, le constat, si il a planché sur un sujet à plan dialectique, et la question. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je lui propose de diviser, comme je l'avais dit, les exercices en différentes activités. Et quand il prend un sujet, il va s'exercer à la construction du préambule, par exemple. Il va s'exercer à la recherche du problème, etc. Et progressivement, voilà, il va commencer à mettre... Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut maîtriser la dissertation ou bien le commentaire qu'en faisant des exercices. S'il mémorise, ça va disparaître. Mais lorsqu'il va commencer à faire des exercices,
il va garder l'essentiel. Et il sera habitué à la façon de faire le travail. Et quand il va faire comment appelle-t-on, le code du devoir, il faut qu'il d'abord structure le code du devoir dans ses différentes parties, et chaque partie en paragraphe. Donc, il va essayer donc de faire ce travail-là. Vous avez vu, quand nous avons donné l'exemple des deux sujets tout à l'heure, nous avons, voilà, les différents paragraphes. Nous avons énoncé à peu près le contenu de réalité, nous a permis de voir les différents paragraphes qui peuvent meubler chacune des parties du code du devoir. Voilà, donc il y a le travail de repérage de paragraphes. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, sinon il y a des méthodes pour le faire également, pour repérer les paragraphes. Oui, mais allons-y rapidement. Okay. Ça peut toujours servir. Ok. Je prends le sujet de bac série CDEG 1984. Alors, on dit la philosophie est-elle un questionnement ou un système? Voilà. Alors, je prends. Je veux faire la première partie, par exemple. La philosophie est un questionnement. Oui. Alors, philosophie comme questionnement. Oui. Philosophie comme questionnement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en question, voilà, la partie-là. Je vais dire, sur quoi la philosophie pose-t-elle des questions? Je peux poser la question comme ça. Et je réponds. À partir du coup, on dit, la philosophie pose des questions sur la nature. Oui. La philosophie pose des questions sur l'homme. La philosophie pose des questions sur tout ce qui existe. Voilà. Et donc, je viens d'avoir trois paragraphes. Facilement. Donc, en réalité, n'est-ce pas, un paragraphe correspond à une idée. Oui, justement. Oui. Voilà, une idée qu'on va développer. Donc, philosophie comme questionnement sur la nature. Oui, justement. Voilà. Donc, la philosophie est une mise en question de la nature. Oui. La philosophie questionne l'homme. La philosophie réfléchit sur tout ce qui existe. Voilà. Vous avez trois paragraphes comme oui, j'ai ça. déjà trois éléments. Voilà. Et là... À développer. Oui. Voilà. Bon, si vous voulez, qu'on peut donner un deuxième exemple. Oui. Alors, allez-y. Je prends le sujet, le droit est-il l'expression de la force? Voilà. Alors, il faut que je sache ce qu'on appelle la force. La force, c'est la puissance, le pouvoir. Mais pour éviter de parler de la force physique seule, parce que c'est l'erreur qui a été faite dans les corrigés. Voilà. Il faut que je sache, je pose la question, qu'est-ce qu'on appelle force? Oui. Voilà. La force, il y a la force morale, la force physique, la force spirituelle, la force économique, la force politique. Voilà. Maintenant, l'élève, il va faire tout cela, puisque j'ai posé la même question à mes élèves, ils ont répondu. J'ai dit, OK, maintenant vous allez choisir parmi les forces-là, celles qui correspondent au droit. Voilà. Et on dit la force physique. Voilà. Donc, celui qui est fort peut arracher le droit. Voilà, vous voyez ça. Maintenant, la force économique ou bien l'influence sociale. Quand j'ai de l'argent, je peux influencer une décision judiciaire. Vous voyez, je suis dans le cadre du droit. Je fais toujours le lien entre la force et le droit. Alors, quand je détiens le pouvoir politique, je peux influencer les lois qui gouvernent ma société. Vous voyez, donc, cette méthode, je l'appelle la définition conceptuelle progressive. Voilà, donc quand je décompose le contenu de la notion de force, j'arrive à trouver les paragraphes, les différents paragraphes qui peuvent meubler le devoir. Ce travail, on peut le faire aussi. Ça, c'est le code du devoir. Et la conclusion? La conclusion, bon... Nous sommes en dissertation. Voilà, nous sommes dans la dissertation. La conclusion, on dit de résumer l'essentiel, de faire le bilan du travail. Les grands axes, ou bien les grandes idées qui ont meublé le devoir, bon, il faut en faire le résumé, il faut dire l'essentiel. Et après, il faut répondre à la question qu'on s'est posée dans l'introduction. Oui. Voilà, donc voilà à peu près ce qui se passe là-bas. Il y avait ce problème mais au niveau de l'introduction. Est-ce qu'il faut annoncer le plan dans l'introduction? Ça aussi divise les esprits. Oui, bon, mais je crois que c'est facultatif. Voilà. Les éléments essentiels, c'est ceux dont nous venons de parler tout à l'heure. Merci, M. Delodi. Rencontre, échange, problème de la dissertation ou du commentaire philosophique au bac, l'épreuve tant redoutée par les candidats, non pas pour leur faire peur, nous avons dit ça qu'il faut enlever la peur que c'est la matière. Alors, parlons maintenant de vos recherches portant sur la méthodologie du commentaire philosophique. Pourquoi ce sujet aussi? Bon, les élèves
vous avez dit qu'il le fut. Hein? Oui. Oui. Le commentaire. Oui, le commentaire. Bon, je sais pas. Vous voulez connaître les résultats de mon travail? Oui, mais proposez-nous-les. Voilà. OK. À nos apprenants aussi. Les recherches menées pendant plus d'une dizaine d'années sont contenues dans le livre Le thème du sujet de philosophie et son incidence sur le devoir. Il a été préfacé par le professeur Ballon. Alors, nous avons réfléchi sur les questions fondamentales qui font l'objet de notre... qui font la préoccupation de presque tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'un thème? Voilà, un thème, c'est le domaine particulier auquel un sujet proposé se rapporte. Alors, rapidement d'abord, le comportement du commentaire philosophique. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y met dedans? Les compartiments du commentaire philosophique. Oui. Alors, pour l'introduction, on met la situation du texte. Il y a le thème, il y a la question implicite, il y a la thèse, et la partie, comme à la phrase charnière, comme on le dit. C'est ça. Voilà ce qu'on fait. Oui. Et vous, le travail que vous avez fait a conduit à quoi? Alors, donc moi, j'ai repéré deux types de thèmes, malheureusement. Non, allons-y. J'ai repéré. Il y a ce que j'appelle le thème. C'est moi qui regarde le thème simple, voilà. Par exemple, si je dis l'interrogation philosophique, je dis l'homme à l'état de nature, je dis la scientificité de l'histoire, je suis avec un thème simple. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle le thème à noyau. C'est un thème complexe qui est composé de 3 éléments. Il y a ce que j'appelle le noyau, il y a ce que j'appelle la ou les particules, ce que j'appelle le ou les compléments. Si je dis rapport entre la philosophie et la science. Alors, rapport, c'est ce que j'appelle le noyau thématique. Alors, ça, c'est un thème, ça, rapport entre la philosophie et la science. C'est un thème, ça. Oui, c'est un thème. Oui. Alors, le noyau thématique, c'est rapport. Entre et c'est ce que j'appelle les particules voilà, du thème. Maintenant, la philosophie et la science, ce sont les compléments du noyau thématique. Quand on dit fondement du droit, fondement, c'est le noyau thématique, du, c'est la particule, droit, donc c'est le complément. Voilà, à peu près, c'est ça. Maintenant, alors, il y a une... alors, nous avons fait une petite enquête sur le bac Togo de 2000 à 2022, et ça fait 23 ans. Et nous avons constaté que le thème à noyau est plus fréquent au bac. Alors, si vous prenez la série A, ça fait 3 fois 3 sujets, puisque chaque épreuve comporte 3 sujets, fois 23, ça fait 69 sujets. Nombre de thèmes à noyau recensés, c'est 51. 51 fois 100 sur 69, ça fait 73,91% pour ceux qui aiment les statistiques. Alors, série C2, c'est 3 fois 23, ça fait 69. Nombre de thèmes à noyau recensés, ça fait 50 pourcentage. 50 fois 100 sur 69, ça fait 112,46%. Voilà, donc au total, ça fait 101 fois 100 sur 138. Ça fait pour toutes les séries cumulées de l'enseignement général, ça fait 73,18%. Vous convenez avec moi que c'est la majorité des sujets qu'on propose au bac qui tournent autour des thèmes à noyau. Voilà. Et donc maintenant, l'un autre résultat du travail, quelles sont les lois qui régissent la recherche du thème? Puisqu'il doit y avoir des lois. Quoi qu'on dise, dans n'importe quel domaine, il y a toujours des lois. Absolument. Les lois peuvent être implicites, voilà, mais il faut les... Voilà. Donc, je vais donner un exemple simple. J'ai donné déjà pour impact, non? Oui. Voilà. Alors, donc, si je dis, le progrès de la technoscience rend-il la Terre plus vivable et l'homme plus humain? C'est trop facile. Alors, on parle du progrès de la technoscience. Et il y a dans le sujet les effets qui sont là. Vivable est un effet. Puisqu'on a dit que, voilà, il faut que dans le sujet, on ait des notions et que l'une agit sur une autre ou bien sur d'autres pour produire un ou des effets. Effets susceptibles de figurer dans certains cas dans le libellé du sujet. Alors ici, dans ce sujet, j'ai vivable. C'est un effet. J'ai, comment appelle-t-on, humain. C'est un effet. Maintenant, il y a le verbe rendre. Voilà. Ça veut dire que le progrès de la technoscience agit sur la Terre et agit sur l'homme pour produire des effets. Et les effets sont à l'intérieur du libellé.
j'ai impact du progrès de la technique sur la terre et sur comment appelle-t-on, l'homme. C'est trop simple. Si je donne l'exemple du bac de 2001, on dit penser à la mort empêche-t-il de vivre? Bon, là, vous ne voyez pas directement les effets, parce que parfois les effets ne sont pas là. Mais là-bas, on parle de l'impact. Le terme qui rend le noyau impact possible, c'est le mot empêcher. Donc ça veut dire que ça provoque un effet, il y a une action, voilà, que la pensée de la mort exerce sur la vie. Et donc c'est pourquoi là-bas on parle de l'impact de la pensée de la mort sur la vie. C'est trop simple. Voilà. Donc si on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas le faire, ce travail-là. Il y en a beaucoup, hein. Il y a pour critères, il y a pour voie d'accès, etc. Bon, oui, on revient encore au test, aux commentaires philosophiques. Oui. Oui. Alors après le thème, après la question implicite, et tout ce qui tourne autour de cela, et comment on parle de l'étude ordonnée, n'est-ce pas? Oui, on parle de l'étude ordonnée. Comment cela doit se faire? Ok. Ici, comme le candidat a déjà déterminé la tête de l'auteur, voilà, il va essayer de voir les arguments dont l'auteur s'est servi pour justifier la thèse. Et il va les organiser de manière à pouvoir expliquer abondamment le texte. Il doit expliquer abondamment le texte en repérant d'abord les arguments utilisés pour justifier la thèse. Donc, il va les ordonner en fait. Donc, dans un test, un auteur peut donner une idée, il peut se répéter après. Mais il ne va pas se répéter, il doit organiser ce travail-là en fonction des idées principales qui s'articulent autour de la thèse qu'il a déterminée. Oui. Voilà. Alors, beaucoup d'enfants, vous dites que, beaucoup d'élèves, j'allais dire, vous dites qu'ils fuient le test, mais aussi beaucoup le préfèrent parce que là, c'est carrément un refuge où on fait un plagiat, on recopie le test, où on reprend encore les mots de l'auteur, pensant qu'on est en train d'expliquer. Voilà, c'est qu'il n'a pas compris le test. C'est que il a fui la dissertation, il n'est pas bon non plus pour le commentaire, mais comme il ne peut pas rendre la copie telle qu'elle, alors, il faut quand même faire quelque chose. Donc, puisque il n'a pas un niveau en français acceptable, il va être difficile qu'il comprenne. Il va recopier les phrases de l'auteur du texte, puisqu'il ne les comprend pas. Il a peur de les expliquer. Parce que quand il va les expliquer et il va mal le faire, vous voyez qu'il sera sanctionné. Et parfois, certains élèves, ils font une traduction mot à mot et ça ne marche pas. Voilà. Donc, son bagage en français... On peut faire plutôt une explication thématique à partir des grandes articulations des idées de l'auteur? Oui, moi je préfère cela, qu'il explique le texte en citant, en repérant quelques éléments ou bien quelques parties saillantes du texte pour introduire dans sa rédaction progressivement. Je crois que, c'est la méthode que nous utilisons souvent et c'est une bonne méthode. Deuxième partie du code du devoir, c'est l'intérêt philosophique. C'est l'intérêt philosophique, justement. Oui. Alors, il va essayer donc d'évaluer la portée philosophique du texte en invitant des auteurs qui vont lui permettre d'abord de montrer le mérite du texte et de voir si le texte peut comporter des insuffisances à relever. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il va se servir des adjuvants pour ce travail-là. C'est ça. De toute façon, il n'invente rien de lui-même, c'est ça? Non, il n'y a rien. Et il doit une fidélité absolue au texte. D'abord dans l'étude ordonnée. Mais dans l'intérêt philosophique, il va porter un jugement il va évaluer l'intérêt du texte à partir des auteurs qu'il connaît et qui ont eu à plancher sur le même thème que l'auteur du texte. Mais je pose la question comme un candidat. Combien de citations faut-il mettre dans un devoir de philo, qu'on soit en commentaire ou en dissertation? Bon, moi je dis souvent, ce n'est pas le nombre de citations qui fait la qualité d'un travail. Je dis à mes élèves pour rire que une femme qui a maîtrisé l'art culinaire n'a pas besoin qu'on lui apporte toutes les viandes avant de faire une bonne sauce. Voilà. Donc, je crois que s'il utilise une citation ou un bon exemple adapté, un bon exemple, pour illustrer une idée, je crois que ça suffit déjà. C'est ça. Voilà. Oui, vous l'avez bien dit, et ça, il faut que tout candidat le comprenne. Ce n'est pas le nombre de citations qui fait la qualité du devoir. Puisqu'il y a aussi l'originalité. Il a l'originalité, et il y a le fait que la citation ou bien l'exemple utilisé s'adapte obligatoirement
voilà, à l'idée qu'on veut illustrer. C'est important. Et les critères de notation, hein, il y en a 4. Il faut que les candidats savent quelque chose, parce que souvent, ils ne savent pas sur quels critères ils sont notés. Voilà. Hein. Il y a 4 critères. Le premier critère, c'est la compréhension du sujet. À ce critère, on a affecté 6 points. Il y a le deuxième critère, le critère de la méthodologie, qui a 4 points. Le troisième critère, le critère de la culture générale et philosophique adaptée. Alors là, c'est 6 points également. Et le quatrième critère, le critère du français, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, etc. Ça fait 20 points. Ça fait 20 points. Et vos notes ne dépassent pas, hein, généralement, les 15, les 16, et les notes vont de 0 à 20. Justement. Bon, les notes, par exemple, bon, les notes dépassent 15, 16. Il y a des gens, par exemple, il y a un candidat ici qui a eu 19 sur 20 au bac 2014. Sauf qu'ils sont rares. Hein, ils ne sont pas nombreux. Mais les bons candidats ne sont pas nombreux non plus. Voilà. Donc, si l'élève travaille assidûment et fait tout ce qu'on dit, je crois que même si peut-être il ne va pas avoir 19, il peut quand même être au-delà de 12, c'est déjà possible, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà bien. Bon, enfin, comme il fait une année seulement en terminale, oui. Ce n'est pas ça mal. Aussi, ça compte. Hein, puisqu'il n'a pas eu suffisamment de temps, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, aller au-delà de 12, je crois que c'est bon, c'est déjà une bonne note. Quelle expérience vous en avez eue à partir de la correction du bac 2? Est-ce qu'il y a un degré un peu élevé d'objectivité de l'appréciation des copies des candidats? Oui, c'est pour faire régner l'objectivité qu'on a parlé des critères. Mais vous savez mieux que moi que l'objectivité totale n'est pas de ce monde. Donc c'est une tâche à faire. Alors donc les collègues font des efforts pour être le plus objectif possible et c'est comme ça. Voilà, donc l'objectivité totale est difficile à atteindre. Mais ils font des efforts pour noter les copies en fonction des critères. Et c'est déjà un effort louable. Avec l'œil regardant de la feuille du bac, n'est-ce pas, qui demande, n'est-ce pas, des statistiques, des écarts à calculer. Justement. Pour pouvoir atteindre cette objectivité. Oui. Bon. Donc vous pouvez rassurer les candidats, parce que souvent, on croit que bon, la philo, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Ah non. Et heureusement que vous avez dit qu'il y a des candidats qui ont 19, qui ont 18. Oui. Et je crois qu'ils peuvent, s'ils travaillent très bien, s'ils sont sérieux, malheureusement, il y a peu d'élèves qui travaillent beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc, s'ils travaillent très bien et qu'ils sont sérieux, je crois qu'ils peuvent avoir 15, 16, 17. C'est possible. C'est possible. Voilà. Je leur assure, les notes ne sont pas données avant la correction. D'avoir corrigé. Non. C'est la copie qui fait attribuer la note qu'il faut, justement. Très bien. Monsieur Delodi, alors merci pour cet entretien. Et dites-moi, de par votre expérience, nous sommes en période de révision. Bientôt, beaucoup vont terminer les notions au programme. Qu'est-ce qu'on peut réviser? Vous, hein, en tant que praticien, toujours sur le terrain, qu'avez-vous à réviser avec vos enfants, vos candidats, en cette période où on se prépare à aller au bac? Ok. Bon, le programme est volumineux, comme je l'ai dit. Mais, bon, par rapport à ma petite expérience, quand je fais l'histoire du bac par rapport au chapitre, ça me permet de relever les thèmes majeurs qui ont dominé le bac. Et donc, je leur dis donc vraiment de réviser à partir de ces grands thèmes-là. Et bon, il y a d'autres, puisque j'ai étudié le bac depuis... J'ai les sujets du bac depuis 1980 jusqu'à nos jours. Je sais à peu près ce qui se passe. Par exemple, il y a 3 spécificités dans le programme. Alors, spécificité humaine du travail, on a demandé ça en 1990 avec le test de Karl Marx. Bon, depuis là, on n'a plus demandé ça. Voilà. Depuis 90. Oui, depuis 90. Il y a la spécificité humaine du langage qu'on a demandé en 2011 en série C2 et en 2019 avec la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Mais la spécificité humaine de la conscience n'a jamais été demandée. Donc, avec cette petite expérience, j'essaye donc de repérer les grands thèmes qui peuvent réviser. Par exemple, la nature de la morale. Bon, on a demandé ça
avec la pensée de Schopenhauer, on dit l'absence de tout motif égoïste, voilà le critère de l'acte qui a valeur morale. C'est en 1980 bien 81. Alors, le même thème est venu l'année passée. Bon, l'année passée, moi, j'ai donné... 2022. Oui, 2022. Oui. L'année passée, moi, je me suis dit, comme c'est venu il y a longtemps, il faut donner un test de Kant qui parle du devoir moral. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'est comme ça que nous faisons. Ce que nous savons également, c'est que, pour parler de ce que j'appelle l'inconscient de l'examinateur, la première et la troisième partie du programme viennent régulièrement en série A. Attention, mais je ne veux pas dire que la deuxième partie ne va jamais venir. Tout à fait. Voilà. Bon. Et la première, la deuxième partie viennent régulièrement en série CD. Voilà, à peu près. C'est votre expérience de la chose. Oui, c'est ça. C'est mon expérience de la chose. Que conseillez-vous à un candidat actuellement qui se prépare pour l'examen? Je lui conseille d'abord de reprendre les exercices qui ont été faits en classe, les devoirs qu'on a corrigés, les compositions qu'on a corrigées. Oui. Il faut qu'il les reprenne. Voilà. Et donc, ça va lui permettre de se jauger. Voilà. C'est important. Puisque la plupart des élèves ne font pas ce travail et ils pensent que, bon, à tel endroit, dans tel lycée, voilà, il y a des ovus, voilà, le sujet est déjà sorti à tel endroit, et ils courent sans reprendre ce qui est fait, sans rien maîtriser d'abord chez lui. Ce n'est pas bien, c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Donc, il le révise d'abord et, bon, et qu'il suive les instructions qu'on vient de donner. Et qu'il prie aussi, hein. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Voilà. Et ça peut aller. Depuis un temps, vous avez adopté un schéma classique de correction des épreuves de philo au bac. Et ça permet d'éliminer toutes ces appréciations fantaisistes, ou en tout cas qui s'écartent de l'objectivité. Oui, bon, c'est pour avoir une plus grande objectivité que des critères, bon, on vient de parler de cela, que des critères ont été énoncés, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, ou bien pour contenir les dérapages. Mais vous savez que les êtres humains, bon, on fait des efforts, mais on n'arrive pas à une objectivité totale quand même. C'est la vérité. C'est ça. Monsieur Delodi, vous avez pas mal d'années d'expérience de terrain. Hein? Oui. Et quelles leçons vous en tirez que vous voudrez bien partager avec vos jeunes collègues ou anciens, pourquoi pas, et avec les candidats qui se préparent à leurs examens? Je dirais qu'il faut planifier le temps et organiser son travail. D'abord, à la rentrée, je dis aux professeurs de philosophie de faire un test pour connaître ceux avec qui il va travailler au cours de l'année, c'est important. Alors, il faut également améliorer sa méthode de travail. Il faut être un homme passionné de son métier. Et voilà, donc c'est la vocation qui doit nous dicter le choix de notre métier et non simplement le gain de l'argent que nous allons avoir. C'est important. Important pour les professeurs et pour les élèves. Autre chose, quand vous avez fait une découverte, vous avez une idée et que vous savez que l'idée est vraie, ce que vous avez découvert est vrai, et que cela ne nuit à personne, et que cela va faire avancer votre société ou bien les hommes autour de vous, ne renoncez jamais. C'est ça. Voilà, c'est important. Si vous avez de la conviction, vous avez trouvé quelque chose. Par exemple, ce que je viens de dire là, je sais de quoi je parle. Si on a le temps, je vais faire des démonstrations de réussite d'un sujet. Je vais vous calculer le dosage d'un devoir. Je peux vous calculer ça. Allons-y, on a encore quelques temps pour le faire. On a quelques temps pour le faire. C'est pratique, puisque vous avez illustré vos propos avec des sujets pratiques et directs, ça peut intéresser les candidats. Non, là, c'est le corrigé du bac 2017. Bon. Ça prend beaucoup. De quel sujet, par exemple? Le sujet que nous venons de donner tout à l'heure, la science est-elle au service de l'homme ou de la nature? C'est ça. Voilà, on a mis rapport entre la science, l'homme et la nature, ce qui n'est pas normal. On a mis impact de la science sur l'homme et la nature. On a mis, fonction, bien rôle de la science. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Pourquoi c'est ça qui est vrai? Alors, vous allez voir que dans ce sujet, la notion majeure, c'est la science. Bon, on va aller simplement. On dit, la science est-elle? On parle de science. Elle remplace science. Ça fait 2 fois que le mot science a été énoncé dans ce sujet. Vous avez une fois la nature, une fois l'homme. Donc, l'axe central du sujet, c'est la science. Voilà.
vous ne pourrez jamais avoir rapport entre X et Y. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on va dire, comment on appelle, la science est au service de l'homme. Oui. La science est au service de la nature. La science au service de l'homme ou de la nature. Quelle notion s'est répétée? C'est la science. C'est la notion pivot. C'est l'axe central. Vous ne pouvez jamais avoir, comment appelle-t-on, rapport. Vous avez rapport lorsque les deux notions sont là du début jusqu'à la fin. Si je dis, peut-on opposer la science à la philosophie? Vous avez rapport entre la science et la philosophie. Alors, seulement le contenu du rapport va varier. Alors, rapport entre la science et la philosophie, on va parler de dissemblance, on va parler de similitude, on va parler de complémentarité. Nous sommes dans rapport, mais le rapport varie selon la démarche que nous prenons. Mais les deux notions sont là, science et philosophie jusqu'à chaque fois. Oui. Parce que si vous ne faites pas ce travail en suivant une méthode sérieuse, si vous dites à un élève, la philosophie est-elle questionnement ou système? Et si vous dites rapport entre la philosophie et le questionnement au système, qu'est-ce que vous allez lui dire? Voilà, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune méthode qui encadre le travail de recherche de thèmes. Ce que je dis, c'est très sérieux. Voilà. Donc si les gens ont envie de faire un travail sérieux, de réussir le commentaire et même la dissertation, c'est un passage obligé. Ils doivent maîtriser. La recherche du thème. Ah, justement, c'est impératif. Oui. Ils doivent savoir ça. Alors, je vais donner peut-être un exemple encore. Si vous fouillez le mot critère, vous avez dans le dictionnaire dit le critère, c'est le caractère ou bien le signe qui permet de distinguer une notion, qui permet de porter un jugement. Voilà. Alors, quelle est la loi maintenant de critère? On dit un thème, le thème d'un sujet comporte le noyau critère lorsque, après avoir identifié la notion principale dont le sujet parle, voilà, on relève le jugement d'appréciation porté sur cette notion et ce par quoi le jugement se justifie. Si je dis l'œuvre d'art est-elle belle quand elle imite la nature, j'ai quoi? J'ai l'œuvre d'art. J'ai un jugement d'appréciation sur l'œuvre d'art, la notion belle. Et maintenant, il y a une notion qui sert de point d'appui pour justifier la beauté de l'art. J'ai critère de la beauté de l'œuvre d'art. Il n'y a rien à faire. Ça devient calcul mental. C'est rien du tout. Voilà, à peu près, c'est ça. Il faut qu'ils connaissent, comment appelle-t-on, les lois des noyaux thématiques. C'est important. Très bien. Voilà. Très bien, M. Delodier, pour ce temps passé dans cet entretien, dans nos studios. À condition que tout ce qui a été dit ici, on ne va pas dire que ça qui va sortir au bac. Hein. Justement. On connaît bien nos élèves. Hein. Oui. Merci pour ce temps. Encore un dernier mot peut-être pour clore cet entretien. Bon, là, je voudrais vraiment vous remercier. Merci les responsables de Radio-Télévision Delta Santé pour cette initiative, pour ce média. Et vraiment que Dieu vous bénisse, et bénisse abondamment. C'est ça. Et Dieu va leur accorder les moyens de faire plus pour ce pays. Quand un philosophe parle de Dieu, on s'interroge. Ah non, on ne va pas s'interroger. Nous ne sommes pas tombés du ciel. N'est-ce pas? Merci pour vos prières. Merci pour ce temps passé en studio. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonne chance à vos candidats, n'est-ce pas? Beaucoup. Et à tous les candidats du Togo. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs, surtout à vous, élèves qui nous avez suivis dans cette émission. Nous précisons qu'il s'agit seulement d'une réflexion d'ensemble et non d'orientation des sujets du bac prochain. Et je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, M. Delodier. Merci.